commerce va-t-il évoluer ? Le commerce a déjà subi des grosses évolutions depuis une bonne quinzaine d'années avec l'apparition du commerce en ligne. De plus en plus de produits sont achetés sur Internet, notamment des grands produits de consommation dans l'électronique par exemple ou dans les contenus. On voit même d'ailleurs des migrations de valeurs significatives dans des produits qui avant étaient vendus en matériel, comme les CD audio ou les DVD, et qui maintenant sont achetés de manière complètement dématérialisée. Alors tout ne va pas passer par là, mais on va peut-être avoir même des produits manufacturés qui vont être vendus de manière dématérialisée, que les gens vont imprimer eux-mêmes avec des imprimantes 3D. Alors pas forcément dans une imprimante qui sera à la maison, mais ça peut être dans une imprimante qui est dans un bureau de poste. Donc on va voir des choses changer assez radicalement. Alors pour ce qui est du commerce classique, pour l'alimentaire ou pour la vie de tous les jours, là les changements ne sont pas forcément évidents. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il va y avoir des évolutions dans le type de produit qui va mieux se vendre. Dans l'agroalimentaire, par exemple, on est de plus en plus sensible à la variété, à la qualité, à l'originalité. On est aussi sensible à l'éco-responsabilité, c'est-à-dire à l'absence de pesticides dans certains cas. On est sensible à l'impact sur la santé. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où le commerce est au milieu d'un monde qui devient complexe et interdisciplinaire. La santé a un lien avec l'alimentation, l'alimentation a un lien avec l'environnement, l'environnement a un lien avec les énergies, avec les transports. En fait, tous les domaines sont reliés les uns aux autres. Alors le commerce est un peu au milieu de tout ça et doit en tenir compte. Par exemple, comment va-t-on faire pour minimiser le coût des transports pour accéder au commerce ? Comment va-t-on tenir compte, par exemple, d'ici une quinzaine d'années, de l'apparition des véhicules à conduite automatique ? Comment le commerce va fonctionner quand les voitures vont être automatiques ? Est-ce qu'on va changer la donne de ce point de vue-là ? Ce qui me passionne dans le domaine de l'innovation, c'est de constater que beaucoup d'innovations qui vont apparaître, la robotique, l'intelligence artificielle, les évolutions des usages de la mobilité ou d'Internet, toutes ces évolutions vont avoir des impacts qui vont croiser plusieurs industries à la fois. Donc on n'a pas d'innovation qui est isolée au commerce, ou isolée dans la santé, ou isolée dans l'automobile. On va avoir des innovations croisées entre plusieurs secteurs d'activité. Le fait de passer à des commerces de petite taille ou pas dépend de ce qu'on achète, hein, c'est tout simple. Dépend du besoin d'optimiser les transports. Si on se rend compte que c'est plus optimum d'avoir plus de petits commerces dans l'alimentaire, on peut en avoir plus. Bon, aujourd'hui, on a un équilibre qui dépend d'ailleurs de la taille des régions et de la dissémination de la population, avec plus ou moins d'hypermarchés, il y en a quand même quelques-uns à La Réunion, plus ou moins de supermarchés, plus ou moins de petits commerces. Le point critique qui justifie l'existence des uns par rapport aux autres, c'est le transport. Les hypermarchés, qui ont été créés en 65 en France avec le premier carrefour de Montesson, ils ont été créés parce que la voiture a donné une nouvelle liberté de transport aux familles, aux foyers. Et c'était lié aussi à l'apparition des villes nouvelles dans la région parisienne qui faisait que les gens travaillaient plus loin que leur lieu d'habitation, et la voiture était le lien entre le travail et le lieu d'habitation, alors qu'avant les gens travaillaient plus près de leur lieu d'habitation. Donc là encore, on voit les interdépendances. Donc prévoir le futur du petit commerce, c'est essayer de comprendre comment le transport va évoluer. Il y a un lien entre les deux. Quels sont les défis de l'industrie de demain ? L'industrie du futur, c'est une industrie qui d'abord devrait être de plus en plus concurrentielle. C'est déjà vrai aujourd'hui, on peut acheter n'importe quel produit dans le monde très facilement sur Amazon, sur d'autres sites, ou sur Alibaba. Et donc, n'importe quelle entreprise aujourd'hui, même dans les matériaux pour le BTP, est face à une concurrence qui est mondiale. Donc l'impératif de toute entreprise industrielle, c'est d'innover et de se distinguer par l'innovation. Et l'innovation, ça veut dire comprendre les besoins des clients, mais dans le monde, pas simplement dans sa proximité immédiate, c'est d'avoir de grandes oreilles, en fait, d'écouter, d'avoir de l'empathie, et donc de tenir compte du feedback des clients extrêmement rapidement pour adapter son offre de manière permanente. En fait, il ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. Une bonne entreprise innovante, aujourd'hui, c'est une entreprise qui remet en cause tous les ans, voire tous les 6 mois, son offre. Et les services ? Les services peuvent s'appuyer sur du matériel, typiquement la réparation, les garages, tout ce qui est lié au BTP, ce sont des activités de service. Et puis il y a des services qui sont plutôt intellectuels. Les services intellectuels sont les avocats, les notaires, les experts comptables, les médecins. Il y a tout un tas de métiers comme ça qui sont purement des métiers intellectuels. Alors ces services-là, on sait, alors sans trop se tromper, qu'ils vont être transformés par au moins 2 phénomènes. Il y a un premier phénomène qui est que l'intelligence artificielle va être de plus en plus utilisée dans certains de ces métiers-là et va permettre de réduire le besoin à des professionnels. Pas les supprimer, mais augmenter leur efficacité. On peut imaginer aussi que certains services vont fusionner. Typiquement, les experts comptables pourraient un jour fusionner avec d'autres métiers juridiques voisins, ou les notaires avec les avocats. Pourquoi ? Parce que à la fois les technologies et les évolutions de la réglementation et des besoins des clients pourraient amener certains métiers à fusionner. On va voir aussi d'autres phénomènes qui sont que certains métiers qui jusqu'à présent étaient assez obscurs dans leur choix
ou dans leur inventaire vont être désintermédiés, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les choisir au travers de plateformes Internet et on pourra par exemple choisir son notaire, son plombier, son garagiste, en toute connaissance de cause par le biais de l'évaluation des consommateurs. Ce qu'on ne fait pas beaucoup aujourd'hui pour certains de ces métiers-là. Internet change-t-il la donne ? Aujourd'hui, ça passe par le bouche à oreille. Donc l'Internet est un bouche à oreille généralisé. Ce bouche à oreille généralisé, il fonctionne pour choisir un téléphone. On peut trouver tous les comparatifs de téléphones sur Internet, mais aujourd'hui, les services sont moins comparés. Donc, socialement parlant, ça peut être intéressant d'avoir une plus grande transparence dans l'accès à l'évaluation des services. Et la conséquence, d'ailleurs, qui est très forte aux États-Unis de l'évaluation de la qualité des services par les consommateurs, c'est que ça monte le niveau. Quand on met des notes, ça oblige les gens à se comparer les uns avec les autres. Faudra-t-il s'adapter à la génération Z ? Les jeunes de ce qu'on appelle la génération Z, qui sont les jeunes de moins de 20 ans, ils ont des comportements un petit peu différents, notamment liés aux usages du numérique. Ils ont été biberonnés au smartphone, ils ont été biberonnés au numérique à tel point qu'ils ont du mal à avoir une attention soutenue, ne serait-ce que pour même regarder un film à la télévision ou suivre un cours à l'école. Et donc l'impératif pour les pédagogues, pour les enseignants, l'impératif pour les managers dans les entreprises, c'est d'être capable de les intéresser, de les motiver. Donc le niveau d'exigence de certains jeunes, pas forcément tous, mais il est en train de monter. Et ça doit amener à revoir les pratiques managériales, à revoir les pratiques aussi au niveau de la responsabilisation des jeunes. On va de moins en moins devoir les considérer comme des exécutants. Il va falloir les intégrer dans les processus de décision, de réflexion dans les entreprises. Alors ça, c'est un peu la théorie, parce que c'est pas vrai aujourd'hui et ça peut pas se pratiquer partout. Mais le niveau d'exigence, en tout cas, va évoluer. L'autre niveau d'exigence qui commence à se ressentir chez les jeunes générations, c'est le niveau d'exigence sur ce que j'appelle l'éco-responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l'environnement, du futur de la planète, vis-à-vis de la santé, de la qualité de vie, vis-à-vis de la qualité de l'environnement. Toutes ces choses-là deviennent de plus en plus importantes chez les jeunes qui sont très sensibles. Donc on a besoin de les motiver, on a besoin d'être exemplaires dans la manière dont on se comporte en tant qu'employeur vis-à-vis d'eux. Doit-on repenser la formation ? Aujourd'hui, on peut accéder à des cours en ligne extrêmement facilement venant du monde entier, y compris de France, mais aussi des États-Unis ou d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a une richesse infinie. Ce qui se passe en fait grâce à Internet, c'est que l'information est très largement disponible, quasiment dans tous les métiers. Ce qui devient important, c'est pas de transmettre uniquement l'information qui est déjà une commodité, c'est de transmettre également le savoir-faire, le savoir-être, et donc l'expérience. Donc les enseignants, les praticiens, les gens qui communiquent aux jeunes doivent communiquer beaucoup plus que de l'information basique. Et donc ça veut dire plus d'interaction, plus de questionnements et des méthodes d'enseignement différentes. L'autre méthode qui va changer, qui a déjà changé depuis quelques années mais qui doit continuer à progresser, c'est la notion de projet. Les élèves, on doit les habituer à travailler en mode projet, à travailler en équipe. Et au niveau du travail d'équipe, une des évolutions fondamentales de l'enseignement, c'est qu'il devienne plus transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on soit capable d'associer, notamment dans la logique des projets, des élèves d'écoles de commerce, des élèves plutôt dans les filières techniques, des élèves qui sont dans le design, des élèves qui sont dans le juridique, dans la santé, parce que de plus en plus d'innovations vont croiser ces différentes disciplines. C'est quoi pour vous l'entreprise du futur ? Une entreprise qui s'inscrit dans le futur, c'est une entreprise qui s'adapte à l'évolution des marchés et qui s'adapte à l'évolution des technologies. C'est une entreprise qui innove en permanence, c'est une entreprise qui se remet en cause. Donc typiquement, une entreprise qui crée un produit qui est destiné au monde entier, elle doit écouter le monde entier, c'est-à-dire qu'elle doit être proche de ses marchés, elle doit avoir des relais, des écosystèmes, des partenaires pour être capable de bien sentir ce qui se passe sur le marché et d'innover extrêmement rapidement. C'est une entreprise qui gère ses équipes de manière différente, qui a des jeunes aussi, qui recrute des jeunes pour renouveler la pyramide des âges. C'est une entreprise qui fait évoluer ses méthodes de management pour responsabiliser ses équipes. C'est une entreprise qui n'est pas forcément ultra locale. Pour moi, une entreprise moderne, en tout cas au-delà de la TPE de commerce local, c'est une entreprise qui est ouverte sur le monde. Ce n'est pas une entreprise qui est localisée physiquement, uniquement dans un endroit. C'est une entreprise qui est multilocale. Et donc pour les entreprises de La Réunion, notamment dans le domaine de l'innovation, ce qui me semble important, c'est d'être certes ancré dans La Réunion pour profiter du climat, de la manière dont on travaille ici et des talents qu'on peut y trouver, mais en même temps qui sait se projeter dans le monde entier pour éviter d'être uniquement ancré sur son propre territoire. Donc il faut avoir une sorte de multi-ancralité, une multilocalité, c'est-à-dire la capacité à bien travailler de là où on est, mais de se projeter à l'extérieur, notamment dans l'industrie, parce qu'il faut savoir exporter pour se développer.